à tous. Bienvenue encore dans la chaîne Info Utile Jëm Kanam. Aujourd'hui, dans la continuité par rapport à l'élection qui approche au Sénégal en ce mars 2024, nous allons vous proposer, de notre point de vue, 22 défis et urgences qui attendent le futur président du Sénégal. Comme vous le savez, les élections devront se dérouler la semaine prochaine, précisément le dimanche 24 mars, comme vous le voyez. Évidemment, tous les candidats sont en train de s'activer. Et dans une des vidéos passées, nous vous avons donné un certain nombre d'informations sur comment choisir le bon candidat et beaucoup d'autres informations. Donc, pour commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam, nous vous invitons à le faire. Comme vous le voyez, nous fournissons des informations utiles. Donc, ne perdez pas votre temps avec l'Internet, mais concentrez-vous sur des chaînes comme la nôtre. Ça touche l'éducation, la santé, la sécurité, l'investissement, l'emploi, le chômage et surtout les orientations scolaires et professionnelles. Donc, en cliquant dans la vidéo, comme vous le voyez ici, vous voyez que nous avons fait énormément de vidéos assez riches pour tout individu qui est intéressé par ce qui vous permet d'aller de l'avant. Pour aujourd'hui, comme nous l'avions souligné lors des vidéos passées, choisir un président, ce n'est pas juste voter pour quelqu'un juste parce que c'est notre candidat, mais c'est choisir en quelque sorte le destiné du pays dans les années à venir. De ce fait, même si beaucoup de gens sont en train de s'agiter pour être élus, Dieu seul sait qui sera élu, mais nous vous disons de faire très attention à qui vous allez choisir. Pourquoi? Il y a énormément de défis qui attendent le pays. Dans la vidéo passée, on vous a expliqué, selon notre vision, comment choisir le bon candidat. Et on vous avait dit que tout dépend de son mindset, de sa vision et surtout de son sérieux. Avant quoi que ce soit, les compétences et autres, c'est après. Pourquoi? Parmi les 22 défis et urgences qui attendent le futur président, voici les premiers. Nous pensons que le plus important, ce sera de lutter contre la corruption, les détournements, le népotisme, l'injustice. Que ce soit l'injustice, parce que certains ont des moyens, ils s'achètent la justice, les cas de vol, vous voyez des gens qui volent vos biens, vous portez plainte, on les retient, quelques jours après, ils sont dehors, de même que les abus de confiance, et tout ça, ça tue l'emploi, l'investissement. Le népotisme, dans beaucoup de secteurs publics aujourd'hui, des gens qui sont recrutés ne sont pas recrutés parce qu'ils sont compétents, mais ils sont recrutés parce qu'ils sont passés par leur famille, donc cousin du ministre, recommandé du ministre, tel, du DG, tel, ou il est du même parti politique que le ministre ou le DG, ou bien les marabouts, ou bien les connaissances, ou les gens qui ont financé la campagne électorale de la personne qui dirige actuellement. La corruption, n'en parlons même pas. Et on vous précise quelque chose. Excusez-nous. Quand on parle de corruption aujourd'hui, il y a énormément de milliards qui ont été dépensés dans le pays depuis les années 80. Souvent, vous voyez, on finance un pont, une infrastructure, un forage, des routes. Mais le problème, c'est que c'est pas, il y a une corruption que tout le monde voit à travers les enquêtes des JGE et autres, mais il y a une autre corruption que personne ne voit. C'est-à-dire, on crée ces marchés, on crée ces projets uniquement pour satisfaire à la demande de quelqu'un à qui on est proche de telle ou telle raison. Deuxièmement, il va venir faire le travail, il ne va respecter aucune norme, aucune règle, et après, les choses vont continuer, ce qui est dommage. Donc vraiment, nous perdons énormément de temps, d'argent. Il y a le problème des marchés aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un imagine un marché du moins, il met en place son équipe, il met les règles et il lance le marché. Donc, avant même de lancer le marché, il donne les conditions pour gagner ce marché à un de leurs connaissances. Et là, c'est le pays qui perd énormément d'argent. Donc vraiment, voici l'un des premiers défis auxquels le président élu devra faire face. Et nous pensons que ce futur président, ça, d'ailleurs, attendez, on le met en gras, parce que nous pensons que celui qui réussit ça
vraiment, il aura réussi le plus important. Donc, lutter franchement contre la corruption. Et nous, la solution que nous donnons, c'est de retourner, surtout, toi qui es élu, tu es un croyant, de retourner sur ce que la religion nous a enseigné. La religion musulmane, 95% des Sénégalais se disent musulmans. La religion musulmane est extrêmement stricte sur tout ce qui est corruption, népotisme et injustice. Donc, intégrer les cours sur la lutte contre la corruption, le danger de la corruption, comment ça plombe le développement. Quelque chose qui aurait pu servir à 1000 personnes, à 2000 personnes, il y a une minorité de personnes qui s'en tapent avec leur famille. Donc, ça tue le pays. Ça, depuis le primaire, on pourrait intégrer des cours. Le CM, même chose. Au niveau des routes, aujourd'hui, tu roules comme tu veux. Tu n'as pas besoin de papier, juste de l'argent. Chaque fois qu'on t'arrête, tu donnes de l'argent, et de suite, et de suite. Dans l'administration, c'est comme ça. À l'hôpital, surtout dans les hôpitaux publics, si tu as un enfant qui est malade, si tu veux qu'il passe en urgence, si tu n'as pas de l'argent, tu es mal barré. Donc, tu viens en premier, d'autres viennent après toi, ils donnent de l'argent, on les laisse passer. Après, il y a le chômage des jeunes, la vie chère, la pauvreté, l'agriculture au sens large. Comme vous le savez, le Sénégal, au Sénégal, il y a énormément de gens dans le secteur primaire, mais malheureusement, l'économie globale du pays n'est pas tirée par le secteur primaire suivant les statistiques, ça vous pouvez le voir. Concernant les jeunes, il suffit aujourd'hui de vous montrer les résultats préliminaires du dernier recensement. Vous voyez, l'âge médian du Sénégal, c'est 19. 75% des Sénégalais ont moins de 35 ans. Ça, c'est une bombe. Franchement, les gens sont en train de se bousculer pour prendre le palais, pour être le président. Mais moi, je dis franchement que le prochain président a vraiment du travail. Quant au chômage des jeunes, nous avons beaucoup de solutions que nous allons fournir précédemment dans la chaîne. Donc, surtout ça. Si vous réglez le problème de la corruption, du népotisme, de l'injustice, en partie tu diminueras le chômage, la vie chère, la pauvreté, l'agriculture au sens large, le foncier aussi. Tu vois quelqu'un, parce qu'il est proche de tel membre du gouvernement, il se lève un jour, on lui donne les papiers, on lui attribue des hectares de terre. Ce qui aurait pu être distribué de manière normale à toute la population. Là où 2000 personnes devraient avoir des terrains, une seule personne s'en accapare. Ça, c'est beaucoup d'injustice. Il y a le problème de Dakar aussi. Si vous regardez, toute l'économie du pays est presque concentrée sur Dakar, ce qui est dangereux, même au niveau population. Regardez. Alors que Dakar est un petit espace dans le pays. Regardez, partout ici dans le pays, c'est presque vide. L'économie est centralisée à Dakar, ce qui est extrêmement mauvais, ce qui génère une vie chère, de la pauvreté et du chômage. Donc, le futur président a vraiment du travail pour décentraliser le pays. Le conseil que nous donnons, la recommandation que nous donnons, le gouvernement précédent a mis en place ce qu'ils appellent Diamniadio, mais ça, moi, j'ai dit, c'est manquer de vision. On aurait dû le faire vers Louga-Linguère ou vers Kaolack-Kafrine. Là, on aurait désengorgé de manière assez intéressante tout le pays. Et sachez qu'il est beaucoup plus cher de modifier ce qui existe que de créer de nouvelles choses. Donc, pour retenir les gens dans une région, supposons c'est vers Louga-Linguère qu'on avait mis une deuxième capitale. Comment fixer les gens là-bas? Puisque les gens viennent principalement pour du travail, pour des études ou pour se soigner, on met toutes ces trois commodités là-bas. Maintenant, pour pousser le personnel soignant à aller dans ces zones, on ouvre une université, en plus une CHU. Là, les gens pourront faire leur formation en internat et là, il n'y aura plus de problème de fixer les gens. Tirer un port vers Louga aussi, un petit port qui aiderait, qui permettra à certains bateaux de stationner là-bas, ça fait passer une bonne partie de la production. Aujourd'hui, comment pouvez-vous comprendre que 90% des choses consommées au Sénégal passent par le port de Dakar, ce qui est extrêmement dangereux. Il suffit de fermer Dakar, le pays explose. Donc, énormément de gens sont venus se concentrer à Dakar, ce qui rend la vie très difficile, très compliquée. Il faut revoir comment les faire retourner dans leur terroir en leur fournissant ce dont ils ont besoin. Et pour ça, encore une fois, corruption, lutte contre la corruption, népotisme et injustice. Donc vraiment, voici un grand chantier. Après, il y a tout ce qui est lié à l'insécurité, le défi de l'industrialisation. Un pays ne peut pas se développer sans les PME, PMI. On a énormément de mines au Sénégal. Si vous prenez la région de Thiès, par exemple, et la région de Kédougou, c'est pratiquement les deux régions qui ont le plus d'industrie minière. Mais que fait le Sénégal, comme beaucoup d'autres pays pauvres? Ils prennent directement les ressources et les vendent. Non, on doit arrêter ça et
créer des industries qui vont transformer ces produits pour vendre des produits finis et semi-finis. C'est pourquoi au niveau 6, je vous ai parlé de l'agriculture. Aujourd'hui, les produits qui sortent de l'agriculture, on doit cesser de les exporter comme ça directement. Non. Il faut à tout prix une chaîne d'industrie qui va transformer ces produits, d'abord pour une consommation locale. Ensuite, on exporte le lait sous forme de produits finis. Pareil pour les mines et pareil pour les autres. Après, il y a le 11e point qui est un grand défi pour celui qui sera élu aussi. C'est l'indiscipline du peuple. Sur le plan social, sur le plan sanitaire, les gens mangent très très mal, ce qui génère après d'autres maladies. Il faudra vraiment mettre l'accent sur la prévention et ça, il faut discipliner la population. Les bouillons, les produits chimiques, les engrais chimiques, ça, ils font énormément de dégâts. Tous les produits qui viennent, les gens consomment sans se poser de questions. Ça, le problème, on le verra tout de suite avec les médias. Au niveau financier, pour régler le problème du chômage, en partie, moi, je pense qu'il faut éduquer les gens. Tu vois quelqu'un qui travaille pendant 4 ans, 5 ans, il vient le gaspiller dans un seul jour, dans une seule journée. Pareil pour l'État aussi. Au lieu d'organiser des meetings, des campagnes, énormément de trucs pour payer aux gens, ils achètent des t-shirts. La priorité est de mettre l'accent sur ce qui amène de la richesse. Au niveau durabilité, il y a tellement de plastique, de sachets, de déchets qui traînent partout. La déforestation, les gens coupent les arbres comme pas possible. On ne reboise pas. Vous voyez, cadre de vie, aujourd'hui, il est très difficile d'avoir de la paix dans un quartier à Dakar. Du point de vue religieux, même les fondements orthodoxes qu'enseigne la religion, il y a un certain nombre de ces éléments. Si les gens qui se disent religieux de telle ou telle religion, il aurait suffi qu'ils l'appliquent, ça allait changer beaucoup de choses. Je m'explique. Il aurait suffi que les musulmans du Sénégal appliquent ce que l'islam leur enseigne en termes de respect de l'environnement, de respect de l'autorité, du fait de ne pas toucher ce qui ne t'appartient pas, de respecter ton travail, de respecter son contrat, de respecter ses engagements, de respecter ses proches et autres, la vie serait 1000 fois mieux. Pareil pour les autres religions. Donc, il faudra discipliner le peuple. Au Sénégal, on a l'habitude d'une bête de bourle. La rue appartient au roi, donc que chacun fasse ce qu'il veut. Non. Les gens mangent après, ils jettent comme ils veulent. Tu es dans une administration publique, tu fais le rang, quelqu'un vient, il passe devant tout le monde parce qu'il a des connaissances, et ainsi de suite. Les nuisances sonores par-ci, par-là. Donc là aussi, il y a un grand travail à faire. Voici les 11 premiers défis qui attendent le futur président. On continue. Le 12e, ce sera la mobilisation des ressources. Toi qui es élu, où est-ce que tu vas prendre l'argent? Où est-ce que tu vas obtenir les fonds nécessaires pour développer le pays, pour payer les salaires, gérer le quotidien, maintenir les infrastructures actuelles, investir de nouveaux projets, ainsi de suite. Ça, c'est une grande équation. Maintenant, là, attention, Thomas Sankara a réussi à faire de l'innovation en atteignant l'autosuffisance alimentaire en 4 ans, malgré que les banques mondiales et autres avaient formé les tirs robinets. Mais pour ça, il faut une union des cœurs. Les dettes. Le Sénégal est extrêmement endetté. Comment payer ces dettes et comment faire pour limiter cela? Les gaspillages au niveau macro comme micro. Au niveau de l'État, pour les pouvoirs passés, énormément d'argent ont été gaspillés dans des fêtes, dans des meetings, dans des rassemblements, ainsi de suite. Ou bien même, on finance des gens parce qu'ils sont des proches du pouvoir pour mener tel projet, ils détournent l'argent. Donc après, ils le prennent pour le gaspiller. Au niveau macro, tout cet argent-là, il faudra le redistribuer sur des projets structurants. Énormément de projets ont été créés alors que ce n'est pas des priorités. On ne peut pas se permettre des stades de luxe, je ne sais pas, des infrastructures de luxe, alors qu'on n'a même pas les infrastructures sanitaires, universitaires, tout ça, industrielles et autres. Donc, c'est ça la priorité. Au niveau micro aussi, la population est extravertie dans ce sens. Tu vois des gens qui gaspillent énormément, énormément d'argent, et pourtant, il aurait dû l'investir ailleurs. Tu vois des gens qui travaillent pendant une longue période, ils n'ont rien réalisé. Tout ce qu'ils gagnent, ils le gaspillent dans les fêtes. Il y a trop de fêtes au Sénégal. Presque chaque mois ou chaque 2 mois, il y a une grande fête. Tu risques de dépenser tout ce que tu as. Donc là, c'est à l'État central de limiter ça, de siffler la fin de la récréation. Côté géopolitique, comme vous le savez, les plus grandes entreprises de ce pays sont françaises. Donc, ils payent presque la plupart des taxes. Donc, l'État utilise l'argent des entreprises françaises pour survivre. C'est pas facile de se débarrasser d'eux. On ne peut pas se débarrasser d'eux du jour au lendemain,
mais il faudra le faire avec tact. Nous, ce qu'on aurait recommandé, c'est de former en masse des Sénégalais et de les pousser à monter des entreprises pour prendre le relais petit à petit. On a besoin de tous les pays. Tous les pays ont besoin des autres. On ne peut pas s'isoler comme ça, d'accord. Mais quand même, il y en a trop. Il y a trop. L'autre chose, comme vous le savez, il faut exiger à ces entreprises françaises le transfert de technologie, que ce soit Eiffage, hein, l'entreprise qui gère le terre, je ne sais pas, énormément d'infrastructures de ce pays sont gérées par eux, mais exigeons le transfert de technologie, encourageons nos locaux à monter de petits PME par-ci, par-là. Le temps qu'ils montent en puissance, on exige une sous-traitance pour eux. Troisièmement, les entreprises françaises qui sont là, qu'on leur exige d'ouvrir le capital aux Sénégalais. Ça aussi, c'est des alternatives. Moi, je pense qu'ils sont beaucoup plus calmes. C'est-à-dire, au lieu de dire, je ne sais pas, d'être élu nouveau président et de dire, bon, de toute façon, vous ne pouvez pas chasser les entreprises comme ça du jour au lendemain, mais on change les règles du jeu. On fait 50-50. Vous exigez l'ouverture du capital aux Sénégalais. Deuxièmement, le respect des RSE, responsabilité sociétale d'entreprise. Chaque entreprise, que ce soit française ou située étrangère, on t'exige qu'il faut construire un hôpital, il faut faire ça avec l'accès à la population. Vous voyez, à Dubaï, par exemple, aujourd'hui, tu ne peux pas ouvrir une entreprise si la majorité des parts ne sont pas détenues par des Dubaïotes. C'est la même chose qu'il faut faire. Donc ça, si on le combine avec les points précédents, ça va beaucoup aider l'État à la mobilisation des ressources dont je parlais. Le fait de pousser des entreprises sénégalaises qui créent des entreprises, la richesse va rester ici. En plus des impôts qu'ils vont payer, ils vont redistribuer une bonne partie à leur famille. À cause ça, le Sénégal est comme ça. Alors que si on a un PIB tourné vers des capitaux étrangers, on va se dire qu'on a des croissances à 2 chiffres et autres, mais la majorité des bénéfices partent vers les Français. Juste pour preuve, je peux vous montrer bénéfices. Regardons. Bénéfices Orange Sénégal 2023. Vous voyez, Orange a fait, vous voyez, 278,91 milliards de bénéfices, ce qui est extrêmement anormal. Hein? Imaginez tous ces 278 milliards qui partent aujourd'hui chez les Français, si c'était resté dans le pays, ou bien que eux, ils prenaient les 118 milliards et les 200 milliards et les restent chez nous. Vous voyez? Donc, pareil pour Total, vous voyez? Ils se font énormément d'argent. Donc, voici un peu ce que je recommande côté géopolitique. Et ça touche toujours les multinationales. Que ce soit au niveau des mines, au niveau du pétrole dont on parle, le gaz et autres, on va exiger une transformation des produits finis ou semi-finis. Il faut arrêter de vendre les produits bruts, quel que soit le secteur. Et on le donne à des gens qui sont sérieux, qui ont de la vision et qui ne volent pas, qui ne détournent pas. Aujourd'hui, rien que la Sonacos peut changer beaucoup de choses dans ce pays. Couplé aux industries chimiques du Sénégal, les mines, les cimenteries, vraiment, on a énormément. Avec un peu d'effort, le Sénégal peut aller loin. Ça, nous en sommes convaincus. Le 17e défi, c'est les proches et les lobbies. Comme vous le savez, une fois que vous accédez à la primature, au poste de président, chacun veut venir pour que tu prends son cousin, son fils. Certains vont dire non, nous on est dans le même parti politique. D'autres ont dit on a fait les études ensemble. Il faut mettre la fin. Il faut signer la fin de la récréation pour ça. Nous invitons le prochain président. C'est pourquoi regardez les 3 premiers points là. Vous voyez que tous les autres points, ça c'est le fondement, on peut dire. Si vous réglez le problème du népotisme, vous dites que désormais tout se passe par le mérite. Si vous voulez accéder à un poste, ce n'est pas parce que ton père est DG, il va te trouver un poste, ainsi de suite. Non, 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 désormais c'est le travail, c'est le mérite. Là, ça va changer le rythme du pays, ça va pousser tout le monde à travailler et arrêter les petites portes. Et mieux même, un secret de ce qui se fait aujourd'hui dans les administrations, les gens savent que s'ils recrutent leurs proches dans l'entreprise qu'ils dirigent, les gens vont les connaître, vont le savoir, ils font de la permutation. Donc, moi, je dirige un ministère A, toi, tu diriges une direction B, tu vas me recruter mes proches, moi aussi, je te recrute tes proches. Tout ça, on doit le combattre farouchement et pousser tout le monde à passer par le mérite. Si tout le monde passe par le mérite, ça va aller de l'avant. Et voilà ce qui a développé un peu tout ce qui est Malaisie et Singapour, les fonctionnaires. Il y a pas mal de fonctionnaires qui gagnent de l'argent à travers l'État, mais qui ne travaillent pas. Parce qu'ils ont été mis en place par un politicien, par un marabout, et d'autres qui sont recrutés même alors qu'il n'y avait même pas le besoin. Donc, il faut penser à les redistribuer, à les former encore, à les réorganiser. Et il faut faire des audits biométriques et publier les résultats. L'État passé l'avait fait, mais à un instant, on avait bloqué les résultats. Vous voyez.
il y a le problème des syndicats aussi. Les syndicats aussi, ils ne font que réclamer des droits, mais ils parlent presque jamais des devoirs, alors que c'est le plus important. Donc, nous poussons les syndicats, une fois qu'un nouveau régime est installé, de plutôt discuter avec leurs militants, de leur faire comprendre leurs devoirs pour changer le pays. Et ça rejoint ce que j'avais dit. Après, il y a les médias. Le 20e point, c'est les médias. La plupart des médias, ce qu'ils disent n'a pas d'intérêt pour le pays. Ils ne sont que dans le buzz. Politique, danse, discussion, insultes, débats, polémiques, non. Vous, les médias, parlez-nous d'entrepreneuriat, parlez-nous de science, de technologie, de comment régler le chômage, d'agriculture, de biotechnologie, d'invention, d'innovation, de technologie de pointe, de comment créer des industries pour créer nos propres véhicules, nos propres téléphones, nos propres avions, nos propres casques, nos propres bics. C'est ça l'urgence. La plupart des médias, comme vous le savez, de toute façon, si vous ne leur donnez pas de l'argent, ils vont tout faire pour salir ta peau. Là aussi, j'en appelle la responsabilité du futur président et de son équipe qui seront élus, mais la population, de faire très attention. Si un nouveau régime vient et qu'il change complètement les règles du jeu en disant que maintenant on ne donne plus d'argent aux médias, pas besoin de faire ma promotion, ce serait bon que les médias puissent suivre pour pousser le pays à un changement de mentalité. Au lieu de passer le temps à parler de téléfilms, de musique, de danse, de débats politiques, d'insultes entre les gens, mais pas montrer des opportunités d'investissement, l'importance de l'entrepreneuriat, le danger du gaspillage, et ainsi de suite. Et ça, tout le pays y gagnera. Après, il y a les marabouts. Oui, la plupart des marabouts, comme vous le savez, ils ne sont là que pour recevoir de l'argent. Donc, le jour où tu ne les donnes plus d'argent, ils vont te manipuler en utilisant leur talibé. Et ce qui est dommage. Et pourtant, moi, je pense que ces marabouts aujourd'hui, c'était une très grande force pour booster le développement économique du pays. Il aurait suffi qu'ils demandent à leurs talibés d'être justes, de travailler, de respecter ce que dit la religion, ça allait beaucoup changer. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, chez le marabout, tu ne comptes pas. Premier problème. Deuxième problème, un politicien qui est élu à un poste, tu vois le marabout qui appelle pour lui dire de prendre ses talibés. Ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas la religion, ça. Donc, voilà un grand défi qui attend aussi le futur président. Maintenant, il faudra le gérer avec tact. Parce que sinon, ils vont manipuler le talibé pour disant que lui, il combat notre voie. Bon, c'est comme ça qu'ils le font. Si tu refuses de leur donner de l'argent ou tu vois un marabout qui fait quelque chose qu'il ne doit pas faire, soit il détourne des terres, il fait telle chose, ou bien il te propose de recruter ces talibés, tu refuses, ils vont dire du n'importe quoi sur toi. Espérons que les choses puissent changer. Après, tout ce qui est secteur intérieur, santé, agriculture, la liste est tellement longue. Vraiment, ce sont les 22 points qu'on souhaiterait partager avec vous. Selon toi, quel est le point le plus important? Il y a un 23e point que nous n'avons pas abordé et nous pensons que ça accompagne tous ces points-là aussi, c'est l'union des cœurs. Le peuple sénégalais est actuellement très divisé. Nous invitons le prochain président à vraiment travailler dans ça, travailler dans l'union des cœurs, l'apaisement de l'espace social, politique, religieux, partout. On se donne la main entre Sénégalais et on peut aller loin. Donc, c'est tout ce qu'on voulait partager avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons à le faire. Laissez-nous en commentaire, selon vous, parmi ces 22 points, quel est le plus important? En tout cas, pour nous, le plus important, ce sont ces trois-là. Les trois premiers-là, c'est le fondement. Tous les autres sont importants, bien sûr. Mais celui qui parvient à diminuer fortement la corruption, arrêter complètement le népotisme ou le diminuer fortement, de même que l'injustice, que ce soit entre institutions, entre individus, entre tout, mettre le Sénégal sur les rails de la justice, il aura réglé la majorité des problèmes. Donc, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Et sur ce, on vous dit merci les amis et à la prochaine.